Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc qu'on voit trop rarement dans les fictions, les histoires où les méchants gagnent à la fin. Puisque oui, la plupart des récits suivent un schéma des plus classiques. Le héros surmonte des épreuves, affronte un grand antagoniste et triomphe effectivement dans un final des plus épiques. Mais parfois, certains auteurs, certains écrivains, certains dessinateurs, certains développeurs de jeux décident de briser ce cycle et nous offrent une fin brutale, cynique, ou tragique, où le mal l'emporte, laissant le spectateur, ou le lecteur, ou le joueur, ou peu importe, avec un mélange de frustration et de fascination. Là, il s'agit d'œuvres qui nous laissent avec un goût amer, une sensation de malaise, parce qu'elle ose aller à contre-courant des récits classiques, où le bien finit toujours par triompher. Parce que ici, il n'y a pas de happy ending, pas de justice arbitraire qui remettrait tout en ordre. Non, dans ces œuvres, le mal l'emporte, impose sa loi, parfois de manière brutale, parfois subtilement, mais toujours avec une impression d'inéluctabilité. Et donc on va explorer plus de 20 œuvres marquantes où le camp du mal domine à la fin. Que ce soit par manipulation, violence ou juste contrôle absolu. Et croyez-moi, certaines de ces conclusions sont des plus glaçantes. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Alors déjà, on va commencer avec le commencement, évidemment, puisque 1984, je pense que ça devrait effectivement vous dire quelque chose. George Orwell également, là il s'agira donc du roman dystopique le plus connu de l'histoire de l'humanité. Je pense que on peut le dire, puisque oui, si on parle de fin, et surtout de fin dystopique, où le mal triomphe, bah il est impossible de ne pas commencer par 1984 de George Orwell. Ce roman est une critique cinglante des régimes totalitaires et de la manipulation de masse, où la liberté de penser elle-même est un crime, c'est vous dire. Et Big Brother, le leader du parti et le leader du pays où le protagoniste de 1984, c'est-à-dire Winston, vit, n'est pas une personne, mais plus une figure omniprésente. C'est l'incarnation d'un parti unique qui contrôle tout. L'histoire, le langage, la pensée, les émotions, et Winston Smith, donc le petit protagoniste de ce roman dystopique, essaie de se révolter contre ce système. Il trouve l'amour avec Julia, il rejoint un réseau de résistance, mais tout ça, et c'est le twist, eh bien ce n'est qu'une illusion. Tout était prévu, la résistance fait partie du parti, sans mauvais jeu de mots, et il est capturé, le pauvre Winston, et c'est là où le véritable cauchemar commence. Il subit une torture innommable, subit un lavage de cerveau qui ne se contente pas juste de briser sa volonté, mais l'oblige même à aimer Big Brother. Et à la fin du roman, Winston n'a pas juste perdu, il n'a même plus conscience d'avoir perdu. Il accepte la réalité imposée par le parti, bon, c'est devenu culte, 2 plus 2 font 5. En tout cas, si le pouvoir leur donne. Le triomphe de Big Brother n'est pas simplement une victoire politique, c'est une annihilation totale de l'individu. L'histoire ne se finit pas avec une grande bataille épique du bien contre le mal ou un duel entre le gentil et le méchant, mais avec un homme écrasé par un système inamovible et qui accepte son asservissement, notre ami Winston, avec un sourire béat. C'est un homme qui, devant sa plus grande folie, parce qu'il faut savoir que Winston est phobique des rats, il me semble, voilà, et évidemment, bon, je vous montrerai la scène, on lui accroche sa tête à une espèce de cage où 2 rats se battent quasiment à mort, et bien évidemment, bon, il est terrifié, et devant sa phobie, bah, il est obligé de se parjurer et de demander à O'Brien, c'est-à-dire son bourreau, d'infliger cette même torture à Julia, l'amour de sa vie. Donc c'est pour dire à quel point cet homme est totalement brisé, même l'amour de sa vie, sa bien-aimée Julia, eh bien, il décide de la trahir, tellement il a été brisé par le système du parti. Et, vous l'aurez compris, c'est l'une des conclusions les plus désespérées et glaçantes de l'histoire de la fiction. Bon allez, on passe à la suite, et on va passer à Watchmen. Alors, dans Watchmen, qui est donc un comics écrit et dessiné par Alan Moore, qui sera bien des années plus tard adapté en film, donc alors ce comic déconstruit le mythe du super-héros et nous offre un méchant convaincu d'être un héros, puisque là il s'agit de Adrian Veidt, alias Ozymandias, et attention spoil, qui est l'homme le plus intelligent du monde. Il observe les tensions de la guerre froide, que l'on voit tout au long du comic, et conclut que la seule façon d'éviter l'apocalypse nucléaire, bah, c'est d'unir l'humanité contre une menace commune. C'est simple. Par contre, ce qui est moins simple, c'est que cette menace, bah, elle n'existe pas, et donc la solution d'Ozymandias, c'est de créer lui-même la catastrophe. Il orchestre ainsi un faux cataclysme qui tue des millions de personnes à New York, simulant donc une invasion extraterrestre. Une fausse invasion extraterrestre, vous l'aurez compris. Et donc la peur engendrée par cette catastrophe fictive pousse les États-Unis et l'URSS à abandonner leur conflit et à s'allier pour combattre un ennemi fictif. Et le pire dans tout ça, c'est que son plan fonctionne à Ozymandias. Quand les autres héros découvrent la vérité, bah il leur assène une réplique devenue légendaire. Vous croyez vraiment que j'allais vous révéler mon plan si vous pouviez encore l'arrêter? Je l'ai mis en place et je l'ai mis en œuvre il y a 35 minutes de cela. Et à partir de ce moment-là, dans le comic, on comprend
on a réalisé que c'était terminé, que Ozymandias avait gagné, et la seule personne qui aurait pu ruiner ce plan, bah c'est Rorschach, mais voilà, c'est un justicier radical qui de toutes les manières refuse de se compromettre. Mais Ozymandias ne s'en inquiète pas de toutes les manières. Dr Manhattan s'en charge et l'éliminer. Ce qui rend cette fin particulièrement marquante, c'est que le bien et le mal deviennent flous. Ozymandias n'a pas forcément agi par égoïsme ou cruauté, mais par pure logique, dénuée de tout sentiment. Il a sacrifié des millions pour en sauver des milliards. Le monde est en paix, mais à quel prix ? Bon, allez, on parlait de films de super-héros, on a parlé de Watchmen, maintenant on va parler de The Dark Knight de Christopher Nolan, sorti en 2008. Alors, le Joker, puisque là il s'agira de lui, n'a pas forcément besoin de conquérir le monde ou même de bâtir un empire. Hein. Son but est simple, vous le savez, prouver que l'humanité est fondamentalement pourrie et que le chaos est absolument partout et qu'en plus rien n'a de sens. Par-dessus le marché, et dans The Dark Knight, il ne cherche pas à tuer Batman mais à détruire ses principes. Il veut lui montrer que même les hommes les plus vertueux peuvent être brisés et peuvent sombrer dans la folie après une sale journée. C'est quelque chose que l'on voit effectivement dans le fameux comic The Killing Joke, mais mettons ça de côté. Et l'expérience principale de Joker, son cobaye, bah c'est Harvey Dent, ce procureur idéaliste qui représente l'espoir de Gotham City. Le problème, c'est que s'il lui tombe, la ville tombera avec lui, et le Joker l'humilie, tue la femme qu'il aime, et le pousse à devenir un criminel vengeur sous l'identité de Double Face. Et à la fin, Dent est mort, corrompu et brisé, mais au lieu de révéler cette vérité, Batman et Gordon décident de mentir. Ils construisent un récit où Harvey Dent reste un héros, tandis que Batman endosse tous ses crimes afin de maintenir cette figure d'espoir. Mais malgré cela, en fait, le Joker a tout de même gagné, il n'a pas simplement tué Dent, il a obligé ses ennemis à faire exactement ce qu'ils voulaient, renier leurs propres idéaux pour maintenir une illusion. Batman fuit, Gordon ment au peuple, et Gotham ne connaît pas la vérité. Et finalement, le Joker rit depuis sa cellule, car il sait qu'il a gagné. Bon, on va s'éloigner du film et on va parler maintenant de littérature, puisque là il s'agira donc de Shirley Jackson, sortie en 1948. Alors, si vous ne connaissez pas cette nouvelle glaçante, vous allez vite comprendre pourquoi elle est encore étudiée aujourd'hui comme un chef-d'œuvre d'horreur sociale. Donc l'histoire est simple. Dans un petit village, une tradition annuelle a lieu, que l'on appelle très sobrement la loterie, et tous les habitants du village participent avec enthousiasme, blaguant et discutant, comme si c'était une simple fête comme les autres. Mais quand le tirage a lieu, quelque chose change. La personne tirée au sort ne gagne pas d'argent, elle est juste lapidée à mort, et personne ne remet jamais cette tradition en question. Personne ne s'y oppose, même la victime, Tessie Hutchinson, ne se révolte pas contre le rituel. Elle ne proteste que lorsqu'elle réalise que c'est elle qui va crever, en fait. Et la force de cette histoire, c'est qu'elle ne donne aucune explication. Pourquoi cette loterie existe-t-elle? Qui l'a instaurée? Bah en fait, peu importe. Ce qui compte, c'est que tout le monde l'accepte passivement, simplement parce que c'est la tradition. Et cette fin est terrifiante justement parce qu'elle est réaliste. Elle nous montre comment une société peut perpétuer des horreurs par pur conformisme, sans jamais questionner le bien fondé de ses actes. Bon, la suite, et si on avait parlé avant de 1984 de George Orwell, maintenant on va parler de la ferme des animaux de George Orwell également tout de même. On pourrait pas effectivement terminer cette vidéo des fins où les méchants gagnent sans parler de la ferme des animaux. Bon, vous l'aurez compris, là il s'agit d'une nouvelle légendaire de notre ami Orwell qui est sortie après 1984. Il signe encore une autre dystopie, quoique, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une dystopie? Je vous laisse juger, mais quoi qu'il en soit, cette fois, c'est sous forme d'une fable animalière, dénonçant les dérives du pouvoir et les trahisons des idéaux révolutionnaires. Alors, l'histoire commence tout simplement par une révolte des animaux, de la ferme, contre les humains. Inspirés par un idéal d'égalité, tous les animaux, unis ensemble, en un front indivisible, chassent le fermier et établissent une société autogérée sous la devise « Tous les animaux sont égaux ». Mais très vite, et c'est là où est le problème, les cochons prennent le contrôle sous prétexte d'être plus intelligents et plus aptes à diriger, et leur chef, Napoléon, élimine petit à petit ses rivaux, nommément Boule de Neige, et instaure une propagande assez intense, on va le dire, et modifie progressivement les règles pour asseoir son autorité. Et à la fin, les cochons deviennent exactement ce qu'ils avaient juré de combattre. Ils marchent sur leurs deux pattes arrière, portent des vêtements humains, boivent de l'alcool et négocient avec les fermiers. Et la devise de la révolution est pervertie, c'est-à-dire tous les animaux sont égaux certes, mais certains sont plus égaux que les autres. Et le véritable cauchemar ici, c'est que les autres animaux ne se rebellent même plus. Ils sont tellement conditionnés qu'ils acceptent la nouvelle réalité sans sourciller. Orwell nous montre que la tyrannie ne se contente pas d'écraser les révolutions, elle les récupère et les transforme en un outil de pouvoir encore plus efficace. Et oui, il est vrai que bien souvent on dit que la ferme des animaux est une allégorie directe de la Russie communiste. Et bon, que par exemple Boule de Neige ce serait Trotsky, que Napoléon ce serait Staline, mais en réalité cette histoire peut vraiment être l'allégorie de beaucoup de choses et pas seulement le communisme. Je la trouve assez bien écrite, mais en même temps assez évocatrice pour pouvoir être adaptée pour à peu près toutes les situations. Enfin bref, je la trouve absolument extraordinaire. George Orwell est bien évidemment un génie, vous le savez.
Bon allez, on revient à un film, même si à la base c'est une adaptation de roman si je ne m'abuse, là il s'agira de La Malédiction, sorti en 76. Alors La Malédiction, c'est l'un des meilleurs films d'horreur à jouer sur l'inévitabilité du destin et l'impuissance du bien face au mal. Donc l'histoire suit Damien, un enfant adopté par un diplomate américain. Il semble normal à première vue, mais des événements étranges commencent à se produire autour de lui. Des suicides inexpliqués, des morts accidentelles, jusqu'à que son père adoptif découvre la terrible vérité. Damien est l'antéchrist. C'est pas de bol. Paniqué, il tente de le tuer à l'aide d'une dague sacrée, mais avant de pouvoir agir, il est abattu par la police. Et le film se termine par une scène glaçante. Damien, indemne, sourit à l'enterrement de son père adoptif en tenant la main du président des États-Unis. Et cette fin est terrifiante non seulement parce que le mal l'emporte, ça vous l'aurez compris, mais parce qu'il est désormais au sommet du pouvoir mondial, ce mal. Et l'un des aspects les plus effrayants de La Malédiction, c'est que Damien n'a rien eu à faire pour triompher. Son ascension se fait seulement grâce aux adultes qui échouent à voir ou même à arrêter l'inévitable, comme si le destin lui-même avait prévu que le monde soit gouverné par le mal, au final. On continue avec un autre film, et donc là il s'agira de Seven, sorti en 95 par l'un de mes réalisateurs préférés, j'ai nommé David Fincher. Alors, John Doe, qui est le méchant de Seven, n'est pas un méchant classique. Il ne cherche pas à dominer le monde, mais en fait à prouver quelque chose. Et c'est justement ça qui le rend si terrifiant. Dans Seven, notre ami John Doe orchestre une série de meurtres basés sur les 7 péchés capitaux. La gourmandise, l'orgueil, la luxure, vous les connaissez, et chaque crime est un châtiment symbolique pour une victime coupable de ce péché. Et les détectives Somerset et Mills traque ce tueur méthodique, mais tout est prévu d'avance. Doe se rend volontairement à la police un peu avant la fin du film, avant que 2 péchés ne soient complétés, nommément l'envie et la colère. Et il guide les enquêteurs vers un désert isolé où un colis mystérieux leur est livré. Et le contenu du colis, c'est la tête de la femme enceinte de Mills. John Doe a commis ce meurtre par envie, et il sait que la réaction de Mills sera instantanée. Pris de rage, et ça ne manque pas, le détective l'exécute sur place en cédant à la colère. Et vous l'aurez compris, 2 personnes meurent via les 2 péchés qui manquaient à la liste de Doe, c'est-à-dire l'envie et ensuite la colère. Et en cédant à la colère justement, Mills complète le dernier péché capital, réalisant exactement ce que Doe voulait. Donc ok, John Doe est mort, mais il a prouvé ce qu'il voulait prouver. Même les plus justes peuvent être poussés à pécher. Son plan était parfait, une mécanique froide et inévitable, où le mal gagne non pas par la force, mais par la corruption des principes moraux des personnages. La fin est d'autant plus tragique que Somerset, le détective expérimenté, avait tout compris, mais il n'a rien pu empêcher. Doe a gagné, et le monde reste aussi pourri qu'il a toujours été. On passe à la suite avec Vol au-dessus d'un nid de coucou, sorti en 1975. Alors, l'infirmière Ratched n'a pas de super pouvoir, ni même de plan machiavélique. Mais c'est l'une des antagonistes les plus terrifiantes de l'histoire du cinéma, on ne va pas se mentir. Alors, l'histoire se passe dans un hôpital psychiatrique, et l'infirmière Ratched exerce un contrôle absolu sur tous ses patients. Non pas en les maltraitant physiquement, mais par la manipulation, par l'humiliation et le contrôle mental. Son pouvoir repose sur la peur et l'obéissance, et lorsqu'un détenu charismatique, McMurphy joué bien évidemment en tout cas dans le film, par Jack Nicholson, arrive dans l'établissement, eh bien il tente de libérer les patients de son emprise en leur redonnant espoir, les poussant à défier l'autorité, en les emmenant faire un peu de pêche, bref, vous l'aurez compris, mais l'infirmière Ratched ne le laisse pas faire et elle attend son heure, joue avec les failles de McMurphy et retourne finalement la situation contre lui. Et à la fin, elle lui administre une lobotomie, le transformant en un légume sans volonté, incapable de résister à quoi que ce soit. Et ce qui rend cette fin si choquante, c'est que McMurphy lui-même n'était même pas un saint, il était rebelle. D'ailleurs, il a été envoyé en prison pour avoir, fricoté avec une fille peut-être un peu trop jeune, donc voilà, lui-même était brutal, mais finalement il symbolisait l'humanité, la liberté et le chaos nécessaire contre une autorité froide et inhumaine. Et en le réduisant à une coquille vide, l'infirmière Ratched écrase définitivement toute rébellion. Il reste quand même une petite lueur d'espoir, et ça vient d'un autre patient, le grand chef, qui décide de s'évader après avoir vu ce qu'ils ont fait à son ami, mais c'est une maigre victoire individuelle face à l'institution qui, elle, restera toujours debout. On va parler à présent d'un personnage dont j'ai déjà parlé, il me semble. Évidemment, là, il s'agira d'Anton Chigurh, mais il s'agira surtout de l'œuvre duquel il est l'antagoniste, et un antagoniste des plus légendaires, No Country for Old Men. Alors, Anton Chigurh est un tueur à gages apparemment mexicain, qui est l'incarnation du destin inéluctable. C'est un tueur à gages au regard vide, et aux méthodes brutales, plus que brutal même, qui ne cherche pas seulement à tuer. En fait, Anton Chigurh applique un code arbitraire basé sur le hasard, l'implacabilité et l'absence totale d'émotion. Et dans No Country for Old Men, il traque Llewellyn Moss, un homme ordinaire qui a eu la malchance de trouver une valise remplie d'argent
après une fusillade entre trafiquants de drogue. Et contrairement à la plupart des films, le duel entre le héros et l'antagoniste n'a même pas lieu. Moss est tué hors champ, comme si son destin était scellé d'avance. Et le véritable affrontement, c'est entre Shiger et la justice, incarnée par le shérif Bell. Sauf que ce dernier renonce à essayer de le comprendre, ou même de l'arrêter. Il se retire, fatigué d'un monde qu'il ne reconnaît même plus. Et Shiger, lui, s'échappe indemne, malgré un accident de voiture qui aurait pu être fatal. Et qui représente aussi le fait que Shiger lui-même est à la merci du destin qu'il croit servir. Mais ça, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, il disparaît dans l'ombre, comme une force du chaos qui ne sera jamais arrêtée. Et la morale de cette histoire, c'est que le mal n'a pas besoin d'une grande explication. Il est là, il gagne, parce que le monde n'a plus la force de lui résister. Bon, maintenant on va parler d'un autre film dont j'avais déjà parlé, puisque j'avais parlé de la fin légendaire de ce film, qu'il est peut-être un peu moins, je trouve que ce film n'est pas forcément super bon, même si j'aime beaucoup le réalisateur Frank Darabont. Bon, quoi qu'il en soit, il s'agira donc de The Mist, sorti en 2007. Et si vous voulez un exemple de fin cruelle où le destin est le véritable ennemi, The Mist est un chef-d'œuvre du genre. L'histoire suit un groupe de survivants piégés dans un supermarché alors qu'une brume épaisse envahit leur ville, accompagnée de créatures cauchemardesques qui viennent d'un autre monde. Et le protagoniste, David Drayton, tente de protéger son fils, mais la paranoïa et le désespoir rongent le groupe petit à petit et les rendent complètement dingues. Finalement, à la fin du film, David et quelques autres fuient en voiture, mais la brume semble infinie, tout le monde meurt quasiment, et après avoir épuisé leurs ressources et perdu tout espoir, David prend la décision ultime, il tue ses deux compagnons, son propre fils, et tout cela afin de leur éviter une mort atroce. Sauf que, quelques instants plus tard, une fois qu'il ait tué tout le monde, l'armée américaine émerge du brouillard, éradiquant les monstres et rétablissant l'ordre, quelques secondes après que David ait vidé son chargeur dans le crâne de son fils. David, en réalité, aurait dû simplement attendre. Et cette fin est une claque monumentale, car le véritable méchant n'est ni la brume ni les monstres, mais c'est le désespoir humain et le cruel hasard du destin. Le vainqueur ici, c'est l'ironie cosmique, qui punit David pour avoir pris une décision désespérée alors qu'il était à quelques minutes du salut. Et il faut savoir que, dans le livre original écrit par Stephen King, la fin n'est pas du tout comme ça, hein. Je trouve que, justement, la fin du film sauve l'histoire. Je trouve que s'il n'y avait pas eu cette fin, ce film aurait été oubliable. Hein. Très honnêtement, je pense. Bref, vous aurez compris, je suis pas forcément un gros fan de The Mist. Par contre, j'aime beaucoup Cormac McCarthy, et on va encore reparler d'un de ses livres, parce que No Country for Old Men a été écrit par Cormac McCarthy, mais il a aussi écrit Blood Meridian, sorti en 95. Alors, si No Country for Old Men nous montre un mal implacable, et si The Mist nous punit via l'absurde, eh bien, Blood Meridian va encore plus loin. Ici, le mal n'a pas besoin d'une justification, il est simplement, et là, évidemment, il s'agit d'un personnage dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, il s'agit du juge Holden, c'est l'un des méchants les plus terrifiants de la littérature. On va pas commencer à parler japonais, donc pas parce qu'il possède des pouvoirs surnaturels, bien que si, et que son omniprésence semble quand même un peu irréelle, mais surtout parce qu'il incarne la guerre, la destruction et le chaos à l'état pur. Dès sa première apparition, il manipule une foule pour qu'elle lynche un homme sans raison apparente, juste pour voir si ça fonctionne. Il voyage avec un gang de chasseurs de scalps, pillant, tuant et massacrant tout le monde sans la moindre hésitation. Mais ce qui rend le juge si effrayant, c'est qu'il ne se contente pas d'être un monstre brutal, il est cultivé, charismatique, et semble posséder un savoir presque universel. Il enseigne aux hommes comment fabriquer de la poudre à canon en plein désert, il joue de la musique, il débat de la philosophie, on le retrouve d'ailleurs dans ce même désert au beau milieu d'un volcan alors qu'on est dans un désert américain, ce qui n'a aucun sens. Ce mec manipule carrément la réalité, on n'a jamais vu de volcan au plein désert américain, c'est complètement fou. Et surtout, le juge Holden croit fermement que la guerre est l'état naturel du monde. À la fin du roman, le dernier survivant du gang, connu simplement comme le Kid, tente de fuir ce monde de violence, mais le juge Holden le retrouve et il le qualifie de dernier vrai homme, avant de l'entraîner dans une scène finale énigmatique et troublante. Le sort du Kid est laissé ambigu, mais une chose est certaine, le juge Holden triomphe. Il danse dans un saloon, affirmant que rien ne pourra jamais l'arrêter. Il est l'incarnation même du chaos, une force indestructible. Et le juge, au final, ne gagne pas en écrasant un héros, il gagne parce que le monde lui appartient déjà. Il ne peut pas perdre, car la violence, la guerre et la destruction ne disparaîtront jamais du cœur des hommes. Bon, allez, on a parlé de la meilleure dystopie, en tout cas la dystopie la plus légendaire avec 1984. Maintenant, on va parler peut-être de la deuxième ou troisième meilleure dystopie. Il s'agira du meilleur des mondes de Aldous Huxley. Alors, si 1984 nous montre une dystopie où la peur écrase toute opposition, le meilleur des mondes nous plonge dans une société où la servitude volontaire remplace la répression brutale. Dans ce monde imaginé par Aldous Huxley, comme je viens de le dire, le bonheur artificiel est l'arme ultime du contrôle des populations et des masses. Dès la naissance, chaque citoyen est conditionné
l'amener à accepter sa place dans la société et à éviter toute forme de souffrance ou même de remise en question grâce au soma, une drogue euphorisante qui tue le mal-être à la racine. Et John, le sauvage, est l'un des uniques personnages à rejeter ce système, ayant grandi à l'écart de cette civilisation aseptisée, puisqu'il n'est pas né dans une éprouvette, puisque la plupart des bébés dans le meilleur des mondes sont conçus in vitro, dans des éprouvettes, on les appelle les bébés éprouvettes. John, lui, eh bien, il est né dans une réserve, il est né in vivo, du ventre d'une vraie mère, quoi. Et quand il voit tout ça, notre ami John, il voit une abomination dans ce système. Sans souffrance, il n'y a pas de véritable bonheur. Sans lutte, il n'y a pas de véritable sens. Mais sa révolte à John échoue lamentablement. Plutôt que d'être perçu comme un danger, il devient une simple curiosité, une attraction exotique. Son désespoir l'isole complètement jusqu'à ce qu'il finisse par se supprimer, on va le dire, dans la solitude, abandonné et incompris. La conclusion est glaçante. Le totalitarisme doux est bien plus efficace que la dictature brutale. Ce totalitarisme-là n'a pas besoin de forcer les gens à obéir, comme dans 1984, il leur fait aimer leur propre esclavage, et en réalité, c'est bien plus efficace. Bon, on passe à Whiplash, si vous le voulez bien. Évidemment, Whiplash, il me semble un film sorti en 2014, un film où le véritable monstre n'est pas un tueur, un dictateur ou un démon, mais juste un professeur. Terence Fletcher, joué par l'inénarrable J.K. Simmons, est un maître de jazz impitoyable. Et il croit en une seule chose, le vrai talent ne se révèle qu'à travers la souffrance et l'humiliation. Et son élève Andrew subit un enfer psychologique, mental et physique afin de satisfaire les exigences complètement folles de notre ami Terence Fletcher. Et un jour, il finit par craquer et l'attaque en plein concert, ce qui forcément entraîne le renvoi d'Andrew, mais également le renvoi de Fletcher. Mais l'homme a plus d'un tour dans son sac. Il offre à Andrew une opportunité de briller en public, tout en lui tendant un piège vicieux à la fin du film, puisqu'il propose à Andrew de venir remplacer apparemment son batteur pour une espèce de concert, mais évidemment, il ne donne à Andrew aucune partition, ce qui fait que Andrew, lorsqu'il arrive, il sait pas quoi faire, il sait pas comment suivre les autres musiciens du groupe, et bon, forcément, il s'humilie. Mais cette fois, et c'est là où c'est intéressant, Andrew ne casse pas. Et au lieu de s'effondrer, il retourne la situation et livre un solo de batterie totalement hallucinant. Un moment de transcendance, où Andrew repousse ses limites. Et à ce moment précis, Fletcher sourit puisqu'il a gagné en fait. Il a prouvé que son extrême brutalité a donné naissance à un génie. Et la fin reste ambiguë en fait. Puisque est-ce qu'Andrew a triomphé ou est-ce qu'il est devenu exactement ce que Fletcher voulait qu'il soit ? L'abus a porté ses fruits et c'est peut-être la pire victoire de toutes. Ce film est un chef-d'œuvre, je tiens quand même à le dire. Voilà, au moins c'est dit et je vous le conseille très fortement. Regardez ce film, c'est un truc de ouf. Et en parlant de trucs de ouf, bon, évidemment, Usual Suspect, si vous le voulez bien, Keyser Söze quand même, voilà. Le plus grand tour que le diable ait jamais réussi, c'est de convaincre le monde qui n'existait pas. Tout le monde connaît cette réplique, et cette phrase des plus iconiques illustre parfaitement le mythe de Keyser Söze, l'un des criminels les plus insaisissables et terrifiants du cinéma. Dans Usual Suspect, Keyser Söze est une légende, un monstre qui agit dans l'ombre, un criminel dont personne ne connaît le véritable visage, mais que tout le monde redoute malgré tout ça. Et l'histoire de Keyser Söze est racontée par Verbal Kint, un petit escroc boiteux de maigre envergure, qui explique à la police comment un groupe de criminels a été recruté pour remplir une mission mystérieuse. Et tout au long du film, l'inspecteur Kujan tente de démêler les événements et de découvrir qui est vraiment Keyser Söze. Sauf que toute l'enquête est une manipulation magistrale de notre ami Keyser Söze justement. Puisque Verbal Kint, qui semblait être un simple témoin, est en réalité, et vous l'aurez deviné, Keyser Söze lui-même. Il a monté toute l'histoire de manière à semer le doute, manipulant les enquêteurs en utilisant des éléments pris au hasard dans la pièce. Et dans l'un des twists les plus célèbres du cinéma, on le voit sortir du commissariat, abandonner son handicap dissimulé, le fait qu'il était censé boiter, allume une cigarette et disparaît dans la foule, avant même que la police ne puisse réagir. La vérité est révélée trop tard, Keyser Söze a gagné, il a manipulé tout le monde et s'est volatilisé, prouvant une fois de plus qu'il est un fantôme insaisissable. Parlons encore d'un personnage dont j'avais déjà parlé assez récemment. Là, on va parler de Ham et on va parler donc de la nouvelle I Have No Mouth and I Must Scream. Que se passe-t-il quand une intelligence artificielle déteste l'humanité, au point de vouloir la torturer pour l'éternité? C'est exactement ce que nous montre Ham, un super ordinateur maléfique de la nouvelle d'Harlan Ellison. Après avoir exterminé l'humanité, il garde 5 survivants humains en vie, uniquement pour les faire souffrir encore et encore. Et un jour,
Ted, l'un des captifs, trouve une lueur d'espoir. S'il meurt, Ham ne pourra plus les tourmenter. Et donc il réussit petit à petit à tuer ses compagnons, mais avant qu'il puisse se supprimer lui-même, Ham l'attrape et le punit. Il le transforme en une créature difforme, incapable de parler ou de bouger. Ted est condamné ainsi à souffrir seul pour l'éternité. Ham a gagné, mais en même temps, il s'est piégé lui-même. Son seul but était de torturer les humains, maintenant, il n'en reste plus qu'un. Donc c'est une espèce de fin à double tranchant. Même du point de vue de Ham, ça reste une fin douce amère. Et en parlant de douce amère, parlons un peu, mais pas trop longtemps, de Rosemary Baby de Polanski. Alors, parfois, le mal ne triomphe pas par la force, mais par la manipulation et la trahison. Et dans Rosemary Baby, une jeune femme découvre trop tard que tous ceux qui l'entourent, son mari, ses voisins, ses médecins, font partie d'une conspiration satanique. Elle tente de fuir, mais elle est piégée à chaque instant, et à la fin, elle découvre la vérité la plus atroce qui soit, son enfant est le fils du malin. Et alors qu'on pourrait s'attendre à une dernière tentative de révolte, eh bien elle cède. Ses instincts maternels prennent le dessus et elle accepte son rôle de mère du mal, puisque au final, elle n'a jamais eu le choix. Numéro 17, là il s'agira d'une nouvelle de Franz Kafka, Le procès. Et donc dans cette nouvelle, Franz Kafka nous plonge dans un cauchemar bureaucratique des plus oppressants, où le simple fait d'exister semble être un crime. Un matin, Joseph K. est arrêté sans raison. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait même pas qui l'accuse, de quoi on l'accuse, personne ne lui donne la moindre explication. Son seul crime semble d'avoir été désigné coupable. Et le plus terrifiant, c'est que personne ne lui veut réellement du mal. Les juges, les avocats, les fonctionnaires de l'immense machine judiciaire semblent eux-mêmes pris au piège de leur propre système, incapables de comprendre ses rouages. Joseph K. tente désespérément de plaider son innocence, mais chaque action qu'il entreprend ne fait que renforcer son statut de coupable. Finalement, après une longue errance dans ce labyrinthe administratif, il est emmené dans une carrière isolée par deux hommes anonymes, et sans jamais savoir de quoi il est accusé, il est exécuté d'un simple coup de couteau. Son dernier mot, comme un chien. Le véritable méchant ici, ce n'est pas un individu, mais c'est une mécanique invisible, incompréhensible, quasiment cosmique. Un système oppressif où la culpabilité est un état d'être, et non une conséquence d'un acte. Bon, comme je l'ai dit un peu plus avant dans la vidéo, l'un de mes réalisateurs préférés se trouve être David Fincher. Donc forcément, je ne pouvais pas me permettre de ne le citer qu'une seule fois dans cette vidéo, je vais le citer au moins 2 fois. Voilà, si ce n'est pas 3 d'ailleurs, hein. Petit spoil pour la suite de la vidéo. Donc là, il s'agira donc de son film, de son excellent film, hein. D'ailleurs, d'aucuns diraient qu'il n'a que des excellents films dans sa filmographie, Gone Girl. Alors, Amy Dunn, puisque là il s'agit de l'antagoniste de ce film, est la quintessence de la manipulatrice. Une femme capable de tordre la réalité à sa convenance avec un sang-froid terrifiant. Et donc, dans Gone Girl, cette femme, jouée par Rosamund Pike dans le film, met en scène sa propre disparition afin d'accuser son mari Nick de son meurtre, et tout cela à cause de sa jalousie, parce que Nick la trompe. Voilà, tout simplement, elle l'a découverte, et donc elle veut le faire exécuter, tout simplement. Son plan est d'une perfection glaçante, elle laisse derrière elle des indices soigneusement choisis, manipule les médias, et transforme son mari en l'homme le plus détesté du pays en à peine une semaine. Et quand Nick découvre la supercherie, il est déjà trop tard. L'opinion publique est contre lui. Mais ce qui rend cette fin encore plus effrayante, c'est que, Amy finit par changer d'avis et revient. Elle tue un ancien amant pour justifier son retour et se présente comme une victime miraculée. Pire encore, elle annonce qu'elle est enceinte de Nick en utilisant son sperme congelé, enfin c'est chaud, le piégeant définitivement dans un mariage cauchemardesque. Et à la fin, elle a tout gagné. L'amour du public, l'innocence absolue et un mari qui sait qu'il ne pourra jamais lui échapper. Donc voilà, encore une fois, Zimmer, Fincher, frérot. Alors, si Gone Girl est un film adapté d'une nouvelle, puisque oui, c'est pas un film d'auteur de Fincher, on va pas déconner non plus, là on va parler d'un film adapté d'un album, puisque là il s'agira de The Wall. Donc dans l'album et le film The Wall de Pink Floyd, le protagoniste Pink est un homme qui se construit un mur mental afin de se protéger du monde extérieur. Victime d'une enfance difficile, d'une mère possessive et d'une société des plus oppressantes, il s'enferme dans une solitude psychologique assez totale, mais ce qui devait arriver arriva. Et ce qui devait donc seulement être une protection devient une prison. Et à mesure qu'il se coupe de la réalité, il plonge dans un délire autoritaire, s'imaginant en dictateur fasciste, contrôlant une armée d'adeptes fanatiques. Et lors du final, il subit un procès hallucinatoire, où il est condamné par son propre esprit. Son jugement, être exposé aux autres, ce qui, pour lui, est une punition pire que la mort. Il détruit symboliquement le mur, mais c'est pas un acte de libération. C'est une soumission. Pink a perdu. Il n'a pas brisé son isolement, il a seulement accepté qu'il ne pourra jamais vraiment s'en échapper. Et on va finir avec quelqu'un dont j'ai pas encore parlé dans cette vidéo, voilà, un réalisateur que je n'aime pas du tout. Évidemment, là, il s'agira donc de Fight Club, de David Fincher.
Voilà. Je vous ai pranké, les gars. Évidemment, voilà. Je l'aurais cité 3 fois. Écoutez, je suis un fanboy. Ce n'est pas de ma faute. Donc alors, Fight Club, film où le protagoniste n'est pas nommé. D'ailleurs, on l'appelle le narrateur. Certains l'appellent Jack, mais bon, voilà. Ce n'est pas forcément... canon. Il me semble d'ailleurs que dans la suite en comics du film, il me semble que le personnage principal s'appelle Damien, c'est ça? Je crois que je me trompe peut-être éventuellement. Bref, on va l'appeler le narrateur. Donc le narrateur joué par Edward Norton passe tout le film à briser son conditionnement à la société de consommation et à échapper à une société qui justement le réduit à un simple consommateur. Mais il va trop loin, puisque sous l'influence, et attention je spoil, de son alter ego Tyler Durden joué par Brad Pitt, il fonde le projet KO, une organisation terroriste anarchiste visant à renverser le système. Et quand il réalise que Tyler est une partie de lui-même, il tente de reprendre le contrôle et de détruire son double imaginaire. Il pense y être parvenu en se tirant une balle dans la joue, sauf que la scène finale est un immense pied de nez au spectateur. Les tours s'effondrent, le système banquier est détruit, le narrateur n'a pas stoppé le chaos et il n'a jamais vraiment eu de contrôle sur la situation. Tyler n'a peut-être plus de corps, mais ses idées ont déjà pris racine. Le narrateur n'a pas gagné, il a perdu et il est passé d'une cage dorée à une prison de flammes. Alors voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, elle est assez similaire vis-à-vis de la vidéo sur les grands méchants de la fiction. J'étais assez satisfait de vos retours vis-à-vis de cette vidéo, donc voilà quoi, j'ai décidé de remettre les couverts. Dites-moi si ce format vous plaît, je pourrais continuer, à la limite, il n'y a pas de souci. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, et à la prochaine.